Merci à vous toutes et à vous tous d'être là, d'être venus parfois de très loin pour assister à cette nouvelle édition de notre université. C'est la 4e édition déjà. Et je voudrais à ce sujet remercier aussi évidemment toutes les intervenantes et les intervenants qui ont fait le déplacement cette année encore pour parler antispécisme, colonialisme, impérialisme, liberté de la presse, alimentation non carnée évidemment, pesticides, réduction du temps de travail, entre autres. Je vois Ziad, merci beaucoup Ziad d'avoir fait le déplacement, Alima est pas loin, Gilles était là il y a quelques instants, vraiment c'est grâce à vous aussi que ce rendez-vous chaque année a de plus en plus de succès. Puis je voudrais remercier aussi pour commencer toutes les bénévoles et tous les bénévoles de la Rêve qui sont mobilisés depuis plusieurs jours de manière extrêmement intense pour faire en sorte que cet événement soit réussi. Et c'est absolument le cas parce que cette 4e édition est d'ores et déjà un grand succès. Juste des applaudissements pour tous les bénévoles qui sont là aussi pour répondre à vos questions, pour servir et faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Alors, merci beaucoup. Alors l'université, c'est l'université d'été, notre partie La Rêve, mais c'est aussi maintenant le rendez-vous annuel de l'écologie radicale et chaque année, l'actualité prouve davantage l'importance de l'existence de cet événement et surtout l'existence d'un parti d'écologie radicale en France. Alors radical, c'est vrai que le mot ça peut faire peur parfois, mais ça exprime simplement une cohérence. La radicalité, c'est le fait d'aller à la racine d'un problème, en cherchant la cause profonde à ce problème, et en choisissant la solution adéquate pour résoudre ce problème sans tergiverser, sans faire semblant, sans mollir. Alors la radicalité, finalement, c'est une forme de réalisme par rapport à la prétendue modération. Parce que finalement, quand on regarde l'état du monde, aujourd'hui, on est obligé de reconnaître que nous, les écologistes radicaux, finalement, on est des gens très raisonnables. Et que ce sont les autres, les prétendus modérés, les prétendus raisonnables, les prétendus réalistes, c'est eux ceux qui ne veulent rien changer. C'est eux les extrémistes. Parce que je me dis qu'il faut être quand même un petit peu extrémiste pour considérer, après les mois qui viennent de s'écouler, qu'il ne faut rien changer au système économique en place. Un système qui détruit à peu près tout ce qui vit sur Terre. Il faut être quand même un petit peu extrémiste pour considérer qu'il ne faut pas s'attaquer de toute urgence au consumérisme, à la croissance, au productivisme, à l'extractivisme, à la logique du profit sans fin. Le mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1900, devant août 2003 et juillet 2006. La température moyenne, elle a été de 24,9 degrés Celsius, anomalie de plus 3,8 degrés par rapport à la normale. C'est aussi l'un des mois les plus secs de notre histoire. Et au cours de cet été, vous le savez, parce que vous l'avez vécu dans votre chair, on a expérimenté 3 canicules avec des conséquences qui sont de plus en plus visibles et insupportables. Donc, on a un thermomètre qui a dépassé les 30 degrés, 35 degrés la nuit. On a dû fermer des écoles. Dans les salles de spectacle, c'était irrespirable. Alors, il a fallu se réfugier dans des cinémas, prendre le taxi. Pourquoi pas ? Je passe toute ma journée dans un taxi. Alors, on nous dit qu'il va falloir nous habituer. Il va falloir s'habituer, puis en même temps, il va falloir qu'on achète tous des climatisations. Et on sait déjà que les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui devront affronter un monde que les adultes actuels n'ont pas connu. Et tout ça à cause du réchauffement climatique. Alors pardonnez-moi, mais je le rappelle quand même, parce qu'il faut qu'on en parle aujourd'hui. Même si je sais que vous le savez déjà. Et je pense que nous devons être occupés dans les mois et dans les années qui viennent à le répéter, sans cesse. Dans les années et dans les décennies à venir, les épisodes de forte chaleur vont se multiplier. Leur intensité sera plus forte. Il faut s'attendre à 10 fois plus de jours de vagues de chaleur en 2100 qu'aujourd'hui. La température de la Terre, elle a gagné en moyenne 1,4 degré en 200 ans. Alors que jusqu'à présent, il lui fallait 10 000 ans pour gagner 5 degrés. En France, c'est encore pire. Le pays s'est réchauffé de 2,1 degrés par rapport à la période 1900-1930. Et donc, on prévoit maintenant plus 2,7 degrés d'augmentation en 2050 par rapport à la période pré-industrielle, et jusqu'à plus 4 degrés en 2100. Alors ce sont des prévisions, donc ça veut dire que ça peut être encore pire. Ça peut être aussi un petit peu mieux, éventuellement, mais ça peut être encore pire si on ne fait vraiment rien pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Mais quoi qu'il arrive, on sait déjà, parce que
toute une partie de la problématique est déjà derrière nous. On sait déjà que le monde de demain sera très chaud, très, très chaud. Ce qui va métamorphoser les paysages, l'agriculture, les conditions de nombreux emplois, la vie courante, tout simplement, des humains. Alors, le plus fantastique dans toute cette histoire, c'est que vous avez entendu tout cet été, pendant les épisodes de canicule, les politiques et les journalistes jouer les faux naïfs. Mais comment c'est possible? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment on va faire dans les années qui viennent? Oh là là, mais il faut faire quelque chose! Alors ils ont multiplié les déclarations, les éditions spéciales, en rappelant qu'il est vraiment très important qu'on s'engage tous pour limiter l'augmentation des températures, empêcher les feux. Mais ils ont surtout oublié de dire, de rappeler qu'ils ont été les acteurs de l'inaction, qu'ils ont tout fait pour taire les constats qui étaient déjà bien présents dans la littérature scientifique. Ils ont tout fait pour se moquer des alertes qui étaient relayées par les écologistes. Parce que le réchauffement climatique, on ne peut pas dire qu'on ne s'y attendait pas quand même. Ça fait plus de 40 ans qu'on le sait, que c'est en train d'arriver. Et chaque année se passe ce qui avait été prévu 40 ans auparavant, au dixième de degré près. Donc on le sait. Il y a même des réunions internationales qui sont organisées chaque année pour mettre en place des solutions politiques. Mais pourtant, il n'y a rien qui change, ou alors beaucoup trop vite. Et puis ceux qui alertent, ils sont traités d'oiseaux de mauvais augure, d'intolérants, de zinzins déconnectés. Mais ce sont eux les zinzins déconnectés. Ce sont ceux qui croient à un monde illusoire, celui de la finitude, qui n'aurait en fait pas de fin, celui de la solution technologique qui viendrait résoudre miraculeusement tout malheur créé par l'homme. Un monde où on extermine le vivant tout en lui rendant hommage dans des expositions, dans des parcs naturels. Alors, il y a une anecdote qui résume bien la situation, selon moi. Pendant l'un des derniers épisodes de canicule, c'était en juin, on étudiait à l'Assemblée nationale une loi d'urgence agricole, avec d'ailleurs des effets terribles pour l'environnement. Et j'en ai profité pour proposer dans l'hémicycle des amendements pour demander que cette loi d'urgence agricole fixe dans ses objectifs la diminution de la production de viande. En rappelant, parmi mes arguments, que la viande est un facteur aggravant du réchauffement climatique. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les autres députés? Ils se sont foutus de moi. Ils ont rigolé. Vous savez, comme dans le film de Netflix, là, Don't Look Up. Don't Look Up, c'est toutes les semaines à l'Assemblée nationale. Il y a un macroniste qui a déclaré, en rigolant à moitié, il a dit « L'agriculture vue par M. Caron, c'est Martine à la ferme ». Il y a une socialiste qui a dit que je voulais détruire l'activité économique des régions françaises, que ça se voyait bien que j'étais un Parisien, mais que la vie, c'est pas Paris. Et le plus fort de ses arguments a été de dire, je cite, « Le plaisir de la viande doit rester un plaisir assumé dans notre pays. » Pas de touche à l'élevage, surtout pas. Alors tant pis si c'est hyper polluant, que c'est mauvais pour la santé, et qu'évidemment des êtres sensibles, intelligents, sont tués par milliards tous les jours. Non, surtout, il ne faut rien changer. Il ne faut rien voir, il ne faut rien écouter. Il faut protéger les intérêts économiques des copains et des lobbies. C'est le mot d'ordre de celles et ceux qui nous gouvernent. À l'Assemblée, chaque proposition qui a pour ambition de protéger le vivant et les non-humains qui le peuplent reçoit le même accueil. Donc, soit des propositions pour lutter contre l'échauffement climatique, contre la pollution des sols, que ce soit des lois qui permettraient de protéger la biodiversité ou d'améliorer les droits des animaux. Ceux qui nous gouvernent sont des capitalistes extrémistes qui sont en train de tuer toute vie sur cette planète, en parfaite connaissance de cause, pour faire grossir les comptes en banque et les patrimoines d'une petite minorité de plus en plus riche, pour contenter des parts de marché électorales comme les chasseurs. On parle un peu des chasseurs? Oui. Je crois qu'il y a un sujet là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, le ministère de la Transition écologique a publié sa nouvelle liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, la liste ésode des pseudo-nuisibles, qu'on peut donc tuer comme on veut. Alors c'est une liste, vous le savez, qui est renouvelée tous les 3 ans, et la nouvelle liste, c'est la même que celle d'il y a 3 ans, mais en pire, parce qu'il y a plus de départements dans lesquels on pourra tuer toujours les mêmes animaux. Donc vous les connaissez sans doute, dedans il y a le renard roux, le corbeau freux, la martre des pins, la pipe bavarde. Et donc évidemment c'est une hérésie, puisqu'il n'y a aucun animal nuisible, ça n'existe pas.
Alors, il existe éventuellement une mauvaise gestion par l'humain de ses relations avec telle espèce. Et dans le cas des ésodes, les associations de protection animale disent que ces autorisations de tuer sont scandaleuses, les scientifiques le disent aussi, mais la ministre de la Transition écologique, elle s'en fout. Vous savez comment s'appelle la ministre de la Transition écologique? Ah, bravo, il y a quelqu'un qui le sait. C'est un exploit, car personne ne connaît son nom en France. Elle s'appelle Monique Barbu. Une information quasi confidentielle, à tel point qu'on se demande si elle n'est pas protégée par le secret défense. C'est une femme courageuse, Monique Barbu, il ne faut pas se moquer. Non, sérieusement, cette dame a démissionné. Mais si, elle a démissionné en juin, elle a dit, vous savez cette fameuse loi de transition agricole dont je vous parlais, elle a dit, mais c'est scandaleux cette loi que mon propre camp politique vient de faire voter, moi je ne veux pas être associé à ça, il y a 2 pesticides très dangereux qui vont être réintroduits, elle avait raison, qui vont être réintroduits à cause de cette loi, moi je suis ministre de la transition agricole, je ne peux pas le supporter, je démissionne. Alors elle est allée voir Emmanuel Macron, elle a dit, je ne veux pas le supporter, je démissionne. Et puis elle est ressortie de la réunion, les journalistes se disent « Ah, ça va, vous avez... » Ah non, je ne démissionne plus. Alors on dit « Mais pourquoi ?» Et elle a dit « Le chef de l'État, il n'a pas accepté ma démission, alors je reste. » Voilà. Et vous savez ce qu'elle faisait, Monique Barbu, avant d'être... Oui, je parle à un public de gens très connaisseurs. Elle était présidente du WWF. Vous connaissez la mission du WWF, protéger la biodiversité, vivre en harmonie avec la nature. Voilà, c'est quand même un petit peu inquiétant. Alors le pire dans cette histoire de classement ESOD, au-delà de l'aspect biologique, c'est l'aspect économique de la chose, puisque l'éradication des animaux classés ESOD coûte en fait 4 fois plus cher que les prétendus dégâts commis par ces animaux. Mais bon, il faut bien faire plaisir aux chasseurs. Les chasseurs, d'ailleurs, vous savez, qui veulent absolument pouvoir tuer les animaux qui ont survécu à la sécheresse et aux incendies. Alors ce sont les préfets qui doivent prendre les décisions en ce moment, et puisqu'il est prévu que, notamment lorsqu'il y a eu des sécheresses, des incendies, les préfets peuvent suspendre la chasse, évidemment, parce qu'on a des animaux qui viennent de survivre déjà pour certains d'entre eux, puisqu'il y a eu énormément d'animaux qui ont été tués. Et donc là, les préfets vont devoir prendre une décision. Alors moi, j'ai évidemment écrit à la ministre... justement, la ministre est courageuse. Il faut dire, il y a quelques semaines, il faut mettre la pression sur les préfets pour qu'ils actionnent leur pouvoir de suspendre la chasse. Mais apparemment, ça n'a pas d'effet, puisque donc les premiers retours qu'on a, c'est que les préfets, pour l'instant, autorisent la chasse. Bon. Et bien évidemment, derrière, il y a les chasseurs qui font pression. Parce que vous allez trouver sur leur communication, ah ouf, on a eu peur que ce soit suspendu, mais grâce à notre lobbying, ça marche. Les chasseurs. La délicatesse, la tendresse face à la nature. Il suffit de voir les vidéos de Pierre Rigaud, que je salue. Excellent travail de Pierre Rigaud. On peut en effet l'applaudir. Il suffit de voir ces vidéos pour constater toute la finesse qui habite le chasseur. C'est vous qui venez nous casser les couilles chez nous. La prochaine fois, je te roulerai dans la boue, tête de mort. T'as de la chance que ta petite caméra te protège. Alors ça, c'était la poésie des chasseurs de la baie de Somme. Ou alors les vidéos d'Ava, qui dévoilent tout le raffinement des chasseurs à courre. C'est vrai, ils sont joliment habillés, les chasseurs à courre. Et puis c'est raffiné aussi de courir dans le jardin d'une maison avec un petit couteau pour achever un cerf épuisé qui cherche désespérément un refuge. Moi, je me suis toujours demandé quel genre de satisfaction peut éprouver un chasseur à tirer sur un être vivant. Un être vivant qui ne gêne personne, qui ne demande rien à personne, ou alors à le poignarder. Moi, je me dis qu'il faut quand même avoir un léger problème pour prendre du plaisir à tuer un animal. C'est pour ça que la chasse, il ne s'agit pas simplement de la contrôler mieux, de la suspendre pendant les week-ends ou les vacances. La chasse, il faut la supprimer. Toutes les formes de chasse. Comme il faut supprimer la corrida, qui est une
et qui n'est plus soutenu par grand monde, à part un maire bas de plafond d'une ville d'Occitanie, un maire d'extrême droite adoré des chaînes d'infos, où il intervient régulièrement, notamment pour insulter les défenseurs des animaux, qu'il traite de rageux, d'emmerdeurs, de sinistres animalistes. Mais le sinistre, c'est lui, le sinistre maire de Béziers, qui soutient à la fois la corrida et le génocide des Palestiniens. Ben oui, parce que quand on est dépourvu de morale, ça déborde de partout. La REV est le premier parti écologiste en France à proposer de repenser notre rapport aux animaux. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas simplement qu'il faut essayer d'améliorer les conditions dans lesquelles on exploite les animaux. On dit qu'il faut cesser d'exploiter les animaux sans conditions. Et c'est ça, être radical. Être radical est logique, puisque la science et la philosophie nous ont largement fait la démonstration depuis une cinquantaine d'années que la manière dont nous traitons la plupart des animaux non humains est absolument indigne. Je parlais de la chasse, de la corrida, je peux évidemment parler des zoos, de l'expérimentation animale, de la pêche, et il faut parler bien sûr de l'élevage. Il va falloir un jour cesser de manger de la viande. Alors pas seulement pour des raisons écologiques, pour des raisons sanitaires, pour des raisons économiques, oui parce que l'industrie de la viande est une hérésie économique, mais aussi pour des raisons éthiques. Parce que, tout simplement, tous les animaux méritent de vivre, même ceux qu'on traite actuellement comme des objets dans les élevages où ils s'entassent les uns contre les autres, sans liberté de mouvement, dans d'intenses souffrances. Une société civilisée ne peut pas faire subir ça à des animaux. Alors, les partis progressistes, qui sont ouverts sur la question animale, diront qu'il faut supprimer les élevages intensifs. Ils ont raison, oui, d'accord, bien sûr. L'élevage intensif, c'est 80% des animaux élevés en France. C'est un bon début. C'est un bon début. Mais nous, à la REV, on dit, commençons par supprimer l'élevage intensif, ça va déjà prendre un certain temps, et lorsque ce sera fait, on pourra supprimer le reste. Parce que même dans les élevages de taille modérée, là où les animaux ont plus d'espace pour évoluer, là où ils peuvent sortir, même dans ces élevages, il subsiste un problème insoluble. Les animaux sont tués pour être mangés. Et on n'a absolument pas besoin de manger des animaux pour vivre en bonne santé. Or, les animaux non humains ont exactement la même volonté que nous, humains, de poursuivre leur existence. Alors dès lors, il y a une question très simple qui se pose. Qu'est-ce qui nous autorise à tuer ces animaux si nous n'en avons absolument pas besoin? Alors la seule réponse qu'on va pouvoir nous apporter aujourd'hui, c'est une réponse économique. Mais nous, à la REV, on réclame une réponse éthique. Et cette réponse éthique est très claire. Moralement, nous sommes en tort lorsque nous faisons souffrir un animal ou lorsque nous l'assassinons. La morale, l'éthique, elles sont au cœur de l'écologie radicale qu'on porte. C'est ce qui nous distingue profondément des autres formations politiques. On pense chaque sujet à l'aune de la responsabilité que nous portons, nous, humains, en tant qu'espèce dominante sur l'ensemble du vivant et en tant qu'espèce dotée de capacités de choix moraux. La question des choix moraux est cruciale pour définir une société. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement inquiet du moment qu'on traverse. Tellement il nous semble qu'on fait face, en France, en Occident, à une crise morale d'une ampleur inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est exactement ce que démontre le génocide à Gaza et sa validation par l'Occident. Ce génocide, c'est une tâche morale absolument indélébile dont l'humanité ne sortira pas indemne. Quand on autorise, quand on légitime le massacre de 25 000 enfants, de 75 000 adultes, des femmes, des personnes âgées, le bilan est probablement plus élevé, vous le savez. Quand on autorise ça, alors on autorise la barbarie à gouverner les esprits et les institutions.
Et c'est pour ça que la Rêve a été extrêmement engagée depuis presque 3 ans pour dénoncer les massacres à Gaza, en Cisjordanie et maintenant au Liban. Et on y reviendra dans quelques minutes à la fin de cette intervention. Et justement, le projet de société d'écologie radicale que porte la Rêve est celui d'un monde qui refuse la barbarie. Un monde en rupture avec le néolibéralisme. Un monde d'égalité entre tous les individus, quel que soit leur genre, leur orientation sexuelle, leur couleur de peau, leur religion. Un monde où les frontières deviennent accessoires. Je rappelle que l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU garantit la liberté de déplacement et de circulation à tous les individus. Mais aussi, je viens d'en parler, on rêve d'un monde où les animaux non humains sont libérés de toute forme d'exploitation, un monde de coopération entre les humains et le reste du vivant, un vivant dont nous prendrions soin parce que nous en avons la responsabilité. Alors on va nous répondre que c'est utopique. Et alors ? Toutes les grandes idées progressistes ont été qualifiées d'utopie avant de devenir des idées communes. Et c'est ce que nous on essaye de faire à la Rêve. On essaye d'ouvrir le champ des imaginaires, un champ qui est absolument bloqué aujourd'hui. On essaye d'imaginer en tenant compte des réalités biologiques, scientifiques et philosophiques, un monde différent de celui dans lequel on est bloqué et dans lequel nous sommes tous en train de couler. C'est pour ça qu'on n'a pas peur, à la Rêve, de parler de réduction du temps de travail, en parlant de la société du temps libéré, en parlant de 20 heures seulement de travail hebdomadaire. On a eu une table ronde extrêmement intéressante sur le sujet cet après-midi. Alors on nous dit que c'est irréaliste. Ah oui, c'est irréaliste pour celles et ceux qui ne vivent que de l'exploitation des humains et qui nous ont rendus esclaves à l'emploi salarié pour avoir le droit de nous loger, de nous nourrir, de nous vêtir. Mais c'est très réaliste quand on observe la destruction des emplois qui est à l'œuvre en raison du développement de l'intelligence artificielle, des robots. C'est très réaliste quand on prétend lutter contre le réchauffement climatique et la destruction de la biodiversité et qu'on sait que la seule solution, c'est de consommer et donc de produire moins. C'est très réaliste quand on sait que Keynes, un économiste qui n'était pas vraiment d'extrême gauche, il n'était pas d'extrême droite non plus, mais il n'était pas d'extrême gauche. Quand on sait que Keynes avait prédit il y a un siècle que nous ne travaillerions plus que 15 heures par semaine aujourd'hui, parce que, selon lui, ça suffirait largement pour couvrir tous nos besoins, tout ce dont nous avons besoin. Parce que oui, c'est ça la réalité. On n'a plus besoin aujourd'hui de travailler 35 ou 40 heures par semaine pour produire ce dont on a besoin dans la vie, tout ce qui nous est utile. Ce n'est pas irréaliste non plus de repenser complètement la place de l'enfant dans la société en voulant en faire la priorité de nos politiques publiques. D'abord en améliorant l'école républicaine pour qu'elle devienne un espace où chaque enfant puisse vraiment se développer dans sa singularité avec ses talents propres. Et ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. En adaptant cette école aux intérêts de l'enfant, avec par exemple des cours qui commencent tard, qui se terminent plus tôt, qui libèrent les après-midi pour permettre aux enfants d'aller mener des activités sportives ou culturelles, et donc en proposant des vacances plus courtes, parce que, pardonnez-moi, mais par exemple 2 mois de vacances, là, l'été, c'est n'importe quoi. Et il faut permettre aux parents qui le souhaitent de pouvoir s'occuper eux-mêmes de leur enfant, plutôt que de le confier à des crèches ou à des nounou, au moins pendant les 6 premières années de sa vie, avec des congés parentaux adaptés. Il n'est pas irréaliste de constater que le monde dans lequel nous vivons est fini et que les ressources dont nous disposons sont finies. Et que donc on ne peut pas consommer plus que ce que la Terre veut bien nous offrir. Or, vous le savez, si l'ensemble des humains de la planète consommaient autant que les Français, il nous faudrait 3 planètes. Si l'ensemble des humains de la planète consommaient autant que les Américains, il nous faudrait 5 planètes. Donc ce n'est pas irréaliste de dire que si on veut respecter la vérité biologique de cette planète, on doit consommer moins et donc produire moins. Être écologiste pour nous, et c'est une base non négociable, c'est donc évidemment oser parler de déconsommation, de décroissance. C'est dire qu'il faut moins produire, et ça nous ramène donc à la question du temps de travail et à la nouvelle économie de la subsistance qu'il nous faut imaginer. Car voilà finalement ce à quoi doit aboutir tout le travail idéologique que nous menons en ouvrant les imaginaires, inventer une nouvelle économie de la subsistance décorrélée de l'emploi, du profit et de l'exploitation sauvage du vivant. J'ai presque fini. La Rêve est la seule formation politique en France à dire ça. Et on a tout notre rôle à jouer dans les années qui viennent pour forcer le débat et pour ouvrir les portes. Et pour ça, il faut qu'on devienne de plus en plus visible
Il faut que de plus en plus de gens nous connaissent et ça va passer par la présence aux élections. C'est indispensable et c'est ce à quoi on travaille aujourd'hui. À faire en sorte que bientôt, dès que possible et où que possible, tout le monde puisse glisser dans l'urne un bulletin rêve pour porter notre écologie de rupture, notre écologie antispéciste, notre écologie féministe, notre écologie décoloniale. Et à ce sujet, le décolonialisme, et je vais terminer là-dessus. La rêve est extrêmement engagée auprès de nos amis palestiniens et de nos amis libanais qui subissent l'horreur et les crimes de l'occupation israélienne. On en a parlé tout à l'heure avec une excellente table ronde. Et à ce sujet, on a une nouvelle à vous annoncer. Et je voudrais inviter Omar Yacob, que nous venons d'entendre, à me rejoindre sur scène, mais aussi Halima El Kakour, qui était tout à l'heure, dans cette table ronde consacrée précisément à ce sujet. Députée libanaise qui nous fait l'immense plaisir d'avoir fait le déplacement ici à cette université. Je vous invite sur scène parce que je crois qu'on peut décrocher le micro. Je voudrais que vous nous parliez de cette initiative qui est portée par Halima et à laquelle tu as été le premier à répondre, Omar. Il s'agit, je vais te laisser développer Halima, il s'agit de créer, pour montrer une vraie solidarité avec ce que vivent aujourd'hui les Libanais, des parrainages entre des villages martyrisés du sud Liban et des villes françaises. Halima m'a appelé il y a quelques jours pour me dire qu'elle était en train de monter ce projet. Elle m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Y a-t-il des maires en France qui seraient d'accord pour montrer leur solidarité de manière très effective en soutenant un village qui est aujourd'hui détruit ou occupé par l'armée israélienne? J'ai appelé en premier Omar et Omar a mis 2 secondes à me dire oui. Et je vais donc vous laisser présenter cette initiative. Comme on l'a dit tout à l'heure, Creil est une ville solidaire. On est dans un parti, la REV, la France Insoumise, où la question de la paix est très importante pour nous. Et du coup, dès l'instant où on m'a fait cette proposition, effectivement, il n'y a pas eu d'hésitation. On a voulu aussi par cela montrer que voilà, les villes rêvent et les villes et les filles, quand elles s'engagent sur des programmes, sur des thématiques, eh ben, quand elles ont la possibilité justement d'être aux responsabilités, eh ben, on agit, on est là. Et du coup, ça a été logique pour nous de dire tout de suite oui. On a un territoire aujourd'hui qui est attaqué, voilà, et humainement, ne serait-ce que sur le plan humain. Quand une partie du monde est tuée à cause de ses origines, de sa religion, ou qu'importe la raison, mais qu'on la tue dans l'indifférence totale, nous, on ne peut pas accepter. Et donc, on a tout de suite dit oui, et surtout la ville qui nous a été proposée, qui est Nakoura, qui est symbolique. C'est une ville où il y a la FINUL, c'est ça, les forces internationales des Nations Unies pour le Liban, où on sait que ces agents sont victimes de l'armée israélienne. Ils meurent aussi dans une forme d'indifférence. La population meurt dans une forme d'indifférence. Et donc, face à cette indifférence, nous, on a voulu répondre présent, justement, à nos amis du Liban. Merci à Amérique, merci à Omar. Franchement, c'est touchant, tout ce que vous faites pour le Liban et pour la justice partout dans le monde. En fait, ce projet de jumelage est né de l'urgence de réagir aux destructions énormes et systématiques de villages et d'infrastructures du Liban perpétrées par Israël qui se sont accélérées depuis mars 2026. Ce projet vise à créer un cadre pour maximiser les coopérations décentralisées entre des municipalités françaises et des municipalités libanaises affectées par les destructions massives et l'occupation. Ce jumelage a un message très fort en temps de guerre avec Nakoura qui est complètement rasé. C'est un message concret de solidarité internationale, un message de refus de l'occupation, refus des violations du droit international public et des résolutions onusiennes. C'est un message de refus de tout essai de raser l'histoire et la mémoire des villages en bombardant l'héritage culturel et historique, en arrachant et en volant près de 70 000 d'oliviers, en détruisant plusieurs cimetières et beaucoup d'autres crimes de guerre.
Ce projet de jumelage s'attache à amplifier la connaissance et la visibilité des municipalités libanaises dans le sud et de renforcer l'échange culturel entre les autorités locales. Le sud du Liban, et particulièrement le Jabal Amel, est une terre de civilisation et de mémoire, façonnée au fil des siècles par les grandes cultures du Levant et de la Méditerranée. Ces villages portent encore l'empreinte de toutes les civilisations qu'a connues le bassin méditerranéen. Nouer aujourd'hui un partenariat avec l'une de ces communes et donc soutenir une population éprouvée, mais aussi créer un lien durable avec une terre profondément inscrite dans l'histoire et de la Méditerranée. Ensemble, avec ces partenariats entre municipalités libanaises et françaises, nous pouvons défendre le droit international et célébrer les valeurs universelles d'humanité, de tolérance, de diversité, de souveraineté et d'émancipation des peuples. Enfin, ce projet est le résultat d'un engagement collectif. Nous souhaitons remercier chaleureusement Waddah et Mohamed Saab, Rola Raad, ainsi que l'ONG Alissar pour leur implication, leur contribution à cette initiative. Je veux vraiment remercier de tout mon cœur Monsieur le député Aymeric Caron et Monsieur le maire Omar Yacoub pour la réponse aussi rapide et votre coopération. Merci beaucoup. Merci beaucoup Halima. On devrait avoir la diffusion de la réponse. Je te laisse rappeler le nom du village et le nom du maire. Nakoura, il est le maire de Nakoura, il s'appelle Ibrahim Hamza et il a filmé ce vidéo ce matin et il aimerait bien dire merci à vous et à Aymeric et à Amar. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, السيد رئيس البلدية السيدات والسادة، باسم بلدية الناقورة وجميع أهلها أود أولاً أن أقول لكم ببساطة شكراً. شكراً لمدينة كراي ولرئيس بلديتها ولمجلسها البلدي ولأهلها لأنهم مدوا يدهم إلى الناقورة في مرحلة بالغة الصعوبة من تاريخها. تقع الناقورة اليوم ضمن ما يسمى الخط الأصفر، وهو الخط الذي حددته إسرائيل. هجر جميع سكاننا ولم يعد بإمكاننا أن نعيش حياة طبيعية في بلدتنا بعدما جرفت معظم منازلها. وبالنسبة إلي لهذه الحقيقة أيضا وقع شخصي عميق. مبنى البلدية لم يعد قائما، مكتبي لم يعد قائما، منزلي لم يعد قائما، لكن الناقورة ما زالت قائمة. هي قائمة بأهلها وبالعائلات التي عاشت فيها جيلا بعد جيل، وبذاكرتنا وقبل كل شيء بإرادتنا في العودة إليها وإعادة بنائها. نحن لا نطلب من كراي أن تعيد بناء الناقورة بدلا منا. نطلب من كراي أن تبقى إلى جانبنا حتى اليوم الذي نتمكن فيه من العودة وإعادة بناء بلدتنا. نطالب بحقنا في العودة إلى بيوتنا والعيش على أرضنا وإعادة بناء منازلنا، وأن يكون لأطفالنا مستقبل فيها. لهذا تكتسب هذه العلاقة مع كراي أهمية كبيرة بالنسبة إلينا. حين تتقارب مدينتان لا تكون المسألة مجرد حوار بين إدارتين، بل أهل مدينتين يتعرفون بعضهم إلى بعض ويقررون ألا يبقى أحدهم غير مبال بالآخر. اليوم تقول كراي لأهل الناقورة: نحن نعرف
أنكم موجودون، نحن لا ننساكم. وفي الظروف التي نمر بها لهذه الكلمات قيمة بالغة. آمل أن نتمكن في يوم قريب من استقبالكم في الناقورة، في بلدة أعيد بناؤها وعادت إليها الحياة وعاد أهلها أخيرا إلى بيوتهم. وفي ذلك اليوم سنتذكر من مدوا إلينا أيديهم حين كنا في أمس الحاجة إليهم. Merci à Grey, merci pour votre solidarité et merci d'être aujourd'hui aux côtés de Nakura. Halima, Omar, c'est un début parce qu'on va essayer aussi de développer ces initiatives auprès d'autres villes, d'autres maires qu'on connaît pour renforcer notre engagement auprès du peuple libanais. Et évidemment, la Rêve est et restera toujours inconditionnellement aux côtés du peuple palestinien et aux côtés du peuple libanais.